OK. Je pense qu'on a tout le monde. Au lobby, you mean? Mm-hmm. Est-ce qu'on veut attendre quelques minutes ou est-ce qu'on veut commencer? Non, je pense qu'on peut attendre un petit peu. OK. Bonjour les jeunes. Bonjour Nathalie. Bonjour. Carmel. Bonjour. J'ai une autre rencontre à 1h30, là, ça fait que ça se peut que je décolle. Vous venez du Nord? Oui, c'est ça, j'ai deux réunions. J'en ai une à une. Ben là, la conférence, comme ça, j'ai à 1h30 une autre rencontre. Non, c'est juste parce que vous sonnez comme quelqu'un du Nord. Bonjour Daniel, est-ce que tu m'entends? Oui, on l'entend bien. Parfait, merci. Juste Nathalie qu'on ne voit pas, c'est correct, c'est comme ça, là. Tu as l'air d'avoir un bel office, toi. Pas mal une belle place à travailler. Il est nouveau. J'ai déménagé dans le bureau. Bien rénové. Non, c'est correct, je voulais juste voir si ça fonctionnait. Paul, Molly, on était comme un peu short sur le temps la dernière fois, so on peut peut-être commencer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont écrit pour dire qu'ils voulaient l'avoir enregistré. Fait que pour le regarder à leur propre temps. OK. Je peux commencer, mais je vais regarder s'il y a d'autres personnes qui veulent rejoindre le meeting aussi. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au Café Scientifique. Je m'appelle Molly. Je vais modérer cette session. Donc, aujourd'hui, on va parler et on va discuter des stratégies de prévention des chutes avec 3 experts. On a Dr. Richard Louis de Trauma NB, Dr. Grant Henderson de l'Université de Moncton et Dr. Daniel Bouchard de l'Université de Nouveau-Brunswick. Donc, chaque présentation va durer environ 15 minutes, suivie par une courte période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser durant ce temps-là ou jusqu'à la fin, on va aussi avoir quelques minutes pour poser des questions après chaque présentation. Aussi, je vous invite également à mettre vos questions dans la discussion, dans le chat, si vous en avez aussi. Donc, je pense que je vais passer la parole à Dr. Louis Richard pour commencer. Merci bien. OK, moi, de mon côté, je vais essayer de partager mon écran. Et voilà. Parfait. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Ça fonctionne, oui. Parfait. Gros merci pour m'accorder la possibilité de vous parler à propos des efforts qui ont eu lieu au cours des dernières années pour essayer d'encourager la prévention des chutes au Nouveau-Brunswick. Et pour ça, mon nom, c'est Dr. Richard Louis, médecin de formation et aussi j'ai fait ma maîtrise en gestion des services de santé à l'Université de Moncton. Pour ensuite devenir le spécialiste en prévention des blessures avec un programme de traumatologie avec à peu près un peu plus de 10 ans d'expérience. Avec ça, tu peux imaginer, c'est d'essayer de répondre à ce qu'on voit dans nos salles d'urgence quand on parle de blessures traumatiques. On peut penser à des blessures liées à la conduite de véhicules motorisés, que ce soit nos voitures ou nos véhicules tout-terrain. On peut aussi parler des blessures liées à la pratique du sport, les commotions, les fractures et autres. Mais de plus en plus, c'est des conversations autour de la prévention des chutes et plus spécifiquement la prévention des chutes chez les personnes âgées. Pour ça, on se connaît bien qu'il y a des coûts financiers qui sont inévitables, hein, qui sont associés aux blessures. Pour ça, on regarde les données autour des principales causes de blessures. Donc, lorsqu'on voit de la naissance jusqu'à 14 ans, c'est les chutes qui est la principale cause de blessure. Les jeunes de 15 à 24, bien sûr, c'est là où est-ce qu'on commence à conduire, donc les accidents liés au transport, le suicide et
les blessures infligées par soi-même, pour ensuite enchaîner avec les chutes. Les adultes de 25 à 64, donc ici, c'est les chutes, et les personnes âgées, c'est les chutes. Donc, vraiment, on peut voir que, surtout quand on parle de chutes chez les personnes âgées, comparativement aux blessures liées aux accidents de transport ou les empoisonnements, représentent à peu près 80% des coûts liés aux blessures. Donc, tout ceci illustre vraiment le besoin d'avoir des ressources suffisantes pour assurer des solutions qui sont durables. Donc, avec ça, on va juste regarder un peu plus au niveau des données qui sont disponibles pour nous démontrer pas juste le fait que, oui, les chutes chez les personnes âgées, c'est un enjeu, mais aussi pour démontrer quand est-ce qu'on voit des nombres plus élevés de chutes. Ce qu'on remarque, c'est la plupart des chutes arrivent entre le mois de janvier et le mois de mars, où est-ce qu'on entend la plupart du temps dans nos médias à propos des problèmes respiratoires qui vont porter les personnes à être vues dans nos salles d'urgence à travers de la province. Donc, il y a aussi la reconnaissance que c'est aussi les chutes qui portent les personnes à être vues. Donc, ici, juste un petit peu de précision, ça représente la courbe pour les chutes chez nos jeunes de 14 ans et moins. Et ici, c'est les chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus. De plus, on peut utiliser ces mêmes données pour nous donner une idée de c'est quoi le nombre de chutes qu'on peut voir dans le futur. Donc, en 2010, on avait à peu près 2000 cas. 2020, 2800. En 2030, on peut, avec les estimations en utilisant les statistiques, les données de Statistique Canada, on peut estimer à peu près 4000 cas. Par 2040, 5400. Donc, comme qu'on utilise le même langage pendant COVID, où est-ce qu'on essayait d'écraser la courbe, donc c'est essentiellement le même raisonnement qu'on a besoin d'utiliser pour faire face au nombre qui augmente de cas de chute menant une personne âgée à être admise à l'hôpital dû à une fracture ou autre. Donc, pourquoi voyons-nous cette tendance? Bien, essentiellement, il y a une étude aux États-Unis qui regarde justement cette problématique, qui démontre qu'à peu près 31% des femmes âgées avouent qu'ils ont eu une chute pendant leur visite chez leur fournisseur de soins primaires, que ce soit le médecin de famille ou une infirmière praticienne. Donc, sans avoir cette conversation, c'est beaucoup plus difficile d'entamer un processus de dépistage du risque de chute et faire une évaluation multifactorielle des facteurs de risque de chute. Chez les hommes, c'est encore pire, on parle d'à peu près 24%. Donc, ça, c'est une réalité qu'on doit faire face. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour changer la donne? Essentiellement, ça a tout commencé pour moi pendant la période COVID qui m'a permis justement de faire un petit peu de regard sur c'est quoi la stratégie qui pourrait être mise en place pour répondre à cette problématique. Donc, en septembre 2020, j'ai créé ce document qui a été accepté par mon comité aviseur. Dans ce document, ça expliquait justement la stratégie qui commençait par assurer un service de navigation efficace, qui comprenait aussi un soutien au programme d'évaluation de la sécurité à domicile, du soutien au programme de prévention des chutes basé sur l'exercice, encourager le dépistage, qui est la première étape du risque de chute, et pour finalement expliquer comment est-ce qu'on allait offrir du soutien aux fournisseurs de soins primaires. Ici, quand on parle de fournir du soutien aux médecins de famille et infirmières praticiennes, commence par encourager une pratique clinique qui est recommandée, basée sur nos données et les études scientifiques,
et aussi avec une collaboration avec mes collègues en Colombie-Britannique, en Ontario, pour développer un document de consensus qui explique justement les étapes qui devraient être suivies pour faire vraiment ce dépistage et l'évaluation. Mais en fin 2022, en décembre, il y a eu les lignes directrices mondiales qui ont été lancées, qu'il a fallu vraiment reviser tout le travail qui a été fait. Pour ça, j'ai même collaboré avec Horizon et d'autres collègues pour créer un sondage sur la pratique clinique pour avoir une meilleure idée de c'est quoi les demandes de la part de nos médecins de famille et autres professionnels de la santé. Ici, 32% sentaient qu'ils n'avaient pas assez de soutien pour offrir ces types de services et seulement 5% qui ont rapporté qu'ils offraient de la formation imprimée sur comment éviter les chutes. Cependant, 71% étaient intéressés d'intégrer un cheminement clinique plus sain pour la gestion des chutes dans leur pratique. Avec ça, on a pu passer à la mise à jour de l'algorithme afin de simplifier le dépistage et aussi les autres étapes. Ici, on a aussi réduit le nombre d'interventions qui étaient recommandées pour les patients à risque élevé, par exemple. Avec ça, il y a aussi la collaboration avec des intervenants provinciaux pour vraiment obtenir d'autres rétroactions de la part des professionnels de la santé pour s'assurer vraiment que ce qu'on recommandait était vraiment faisable et qu'il y avait vraiment une appréciation de ce qui devrait être fait de la part de toutes les parties, pas seulement nos médecins de famille, mais aussi nos ergothérapeutes, nos physiothérapeutes et autres, pharmaciennes et autres. Donc, en plus, tout de suite, je suis en train de procéder avec le développement de modules d'apprentissage en ligne avec un peu plus d'informations sur comment utiliser les différents outils cliniques qui sont disponibles. Par exemple, quand on parle d'outils cliniques qui est disponible, quand on parle de dépistage, au niveau du dépistage, ici, on peut référer à la liste de vérification des numéros autonomes qui comprend une liste de 12 questions qui pourraient être remplies dans la salle d'attente ou même avant de voir le médecin de famille pour avoir une conversation autour des facteurs de risque individuels personnalisés chez le patient. Donc, vraiment, un outil bien utile. Au niveau du dépistage de la gravité des chutes, ici, qui est la deuxième étape du dépistage, c'est simplement d'utiliser les 5 questions qui est ici pour voir si, oui ou non, on parle d'une chute qui est grave, qui nécessiterait de passer avec des interventions pour une personne à risque élevé. Si la personne répond non ou ne répond pas à ces questions, on passe avec une évaluation du test de mobilité. Donc, c'est vraiment un test de dépistage. Pour le faire, on a aussi un autre outil qui est assez utile pour faire un petit rappel pour comment faire les différents tests de dépistage. Avec tout ça, il y a aussi une liste de vérification qui pourrait être utilisée pour faire le dépistage et qui énumère les interventions qui devraient être faites pour le patient à risque faible, intermédiaire ou à risque élevé. De plus, on a créé une trousse d'outils pour intégrer toutes ces différentes ressources à l'intérieur d'un seul recueil. Bien sûr, tout ce qu'on fait est disponible dans les 2 langues officielles pour nos collègues anglophones. Comme que j'ai mentionné plus tôt, l'apprentissage en ligne, c'est un travail qui prend un peu de temps, mais qu'on a cru vraiment important selon la rétroaction qu'on a reçue de la part de nos professionnels de la santé pour offrir un peu plus d'informations sur comment utiliser les différentes ressources. De plus, ce n'est pas juste de l'information pour nos professionnels de la santé, c'est aussi de l'information pour le public autour des campagnes de sensibilisation. Ici, c'est pour le mois de la prévention des chutes. Vous pouvez accéder à des ressources
pour le grand public à parlonschute.ca. Et aussi notre centre pour nos ressources pour la prévention des chutes, où est-ce que vous trouverez encore plus d'informations à trouver l'équilibre nb.ca. Tout de suite, le site web est en train d'être mis à jour avec encore plus d'informations, avec encore plus de ressources, mais l'intention, c'est de l'avoir vraiment finalisé d'ici le mois de la prévention des chutes, qui est le mois de novembre. Là, comme que j'ai mentionné, vous allez retrouver d'autres ressources pour les personnes âgées, comme la trousse d'outils pour la prévention des chutes, qui comprend bien d'autres ressources. Il y a aussi la randonnée virtuelle autour du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est un journal d'activité qu'on encourage nos personnes âgées d'utiliser pendant le mois de la prévention des chutes. Et aussi des dépliants autour de la marche sécuritaire en hiver ou même marche comme un pingouin, des affiches, des signets pour encourager une approche intergénérationnelle. Donc, pour que le grand-parent puisse parler à sa petite-fille ou petit-fils autour de l'importance de faire attention quand on marche sur de la glace. De plus, juste pour fermer, quand on parle d'offrir du soutien au programme de prévention des chutes basé sur l'exercice, comme le programme Zoomers en mouvement ou maintenant Zoomers en équilibre, c'est vraiment de reconnaître que ces types de programmes sont connus comme l'une des interventions de prévention des chutes les plus efficaces. Ici, on essaie de réduire le risque de chute en fournissant de l'éducation en plus de mettre l'équilibre au défi. Et bien sûr, tout de suite, on est en train de faire un peu de recherche pour essayer d'évaluer l'efficacité de ces types de programmes avec des groupes de participants à risque un peu plus élevé. Donc ici, c'est juste pour mentionner, il y a beaucoup d'activités. J'ai mentionné le travail qui est fait avec nos professionnels de la santé, avec nos chercheurs, mais aussi, c'est de réaliser que nous avons tous un rôle à jouer quand on parle d'essayer de réduire le taux de chute qu'on voit chez tous nos groupes d'âge. Avec ça, un gros merci. Et si vous avez des questions, ça serait un plaisir pour moi d'essayer de les répondre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas maintenant, on peut les poser après aussi. Donc, je vais laisser Dr. Grant Handrigan présenter. En fait, Molly, je ne sais pas si toi tu peux le faire, mais vu que je suis à l'externe de UNB, je n'ai pas le droit de partager mon écran. Peux-tu m'ajouter comme, je ne sais pas si c'est Si organisé. ce n'est pas moi, je vais demander à Anna, mais je vais voir si je peux. Juste un instant. Rihanna, can you add Grant as a presenter? In the meantime, Grant, you can je send pense it. que je suis bon, là. Yep. You're fine? Je pense que je suis bon, là, oui. OK, laisse-moi juste partager ça. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Parfait. OK. Donc, je me présente, là. Je m'appelle Grant Handrigan. Je suis professeur à l'Université de Moncton, ici à Moncton. Ma formation, c'est en kinésiologie. Je suis originaire de Terre-Neuve, anglophone. J'ai appris le français pendant des études à l'Université Laval et je suis ici maintenant installé à Moncton, au Nouveau-Brunswick, depuis 12 ans, au CEPS. Donc, j'ai le plaisir d'être avec vous ce matin ou cet après-midi pour me présenter par rapport à
quelques réflexions et expériences que j'ai par rapport à la prévention des chutes. Quand j'étais étudiant en doctorat, c'était des sujets de ma thèse de comprendre comment les individus ils maintiennent l'équilibre. Puis depuis que je suis ici à l'Université de Moncton, je travaille un peu plus dans des activités communautaires pour prévenir des chutes, donc d'organiser des groupes et des exercices, des programmes d'exercice qui aident avec la prévention des chutes. Donc, le titre de la présentation, c'est L'acte d'équilibre, sciences et stratégies de prévention des chutes dans la vie quotidienne. Donc, j'essaie de vous partager un petit peu mon expérience par rapport à ça, comment prévenir les chutes. Donc, pour commencer, je pense typiquement, on associe des chutes avec des personnes âgées. Comme Richard a mentionné, des accidents, des chutes, ça peut toucher une grande proportion de notre population ou un grand nombre d'individus dans notre population. Principalement, c'est des personnes âgées, mais c'est quelque chose, je pense, si on veut trouver une solution, c'est de identifier des actions à plusieurs différents niveaux, donc d'impliquer plusieurs individus dans la solution, de trouver des solutions par rapport à comment prévenir les chutes. Donc, c'est quelque chose qui touche principalement des personnes âgées, mais je pense que la voie de sortie pour prévenir les chutes, ça nécessite un engagement de l'ensemble des individus dans notre société. Donc, c'est quelque chose qui m'influence dans mes activités, l'importance d'inclure, lorsque c'est possible, le plus grand nombre d'individus possible dans la recherche d'une stratégie ou des stratégies pour prévenir les chutes. Par rapport à le plan de la présentation, je vais faire une introduction assez rapidement par rapport au vieillissement. Ensuite, je vais vous partager quelques pensées sur la pertinence de contribuer à la recherche. C'est un petit peu le mandat des cafés scientifiques, c'est de faire le pont entre les activités de recherche et l'engagement communautaire, puis de démontrer comment la recherche, en gros, c'est une activité communautaire qui sert, surtout en santé, qui sert à aider notre communauté, puis on dépend de l'intérêt de la population et leur participation dans ces études. Daniel, après, je pense qu'elle va toucher un petit peu plus sur cet aspect. Ensuite, je vais retourner parler un petit peu de l'ampleur du défi que représentent les chutes. Richard a bien présenté des statistiques par rapport à l'enjeu. Je vais ajouter une petite pensée par rapport à ça. Ensuite, je vais vous présenter une synthèse de comment l'humain maintient son équilibre, donc de voir un petit peu les différents systèmes dans le corps qui sont responsables pour contrôler la motricité. Ensuite, une présentation par rapport à quelques idées sur comment éviter une chute, qu'est-ce qu'on peut faire pour des individus. Est-ce qu'il y a des programmes qui aident les individus à améliorer leur équilibre? Je vais partager un programme que j'ai développé ici à l'Université de Moncton et où est-ce qu'on peut avoir d'autres informations et un mot de conclusion. Donc, beaucoup de choses dans à peu près une dizaine de minutes et je serai content de répondre à des questions après sur n'importe quel de ces sujets et autres. Donc, comme introduction, je vous pose la question que moi-même, je n'ai pas la réponse. Puis je pense que si on regarde dans la littérature scientifique à ce sujet, on parle avec des gens, on voit qu'il y a plusieurs différentes définitions de c'est quoi le vieillissement. Puis le point que je veux soulever ici, c'est qu'on n'a pas vraiment une définition fixe ou concrète de c'est quoi le vieillissement. Il y a le vieillissement biologique, il y a le vieillissement chronologique, par exemple. Puis il y a des expériences des individus. Puis en étant une personne qui s'intéresse à vieillissement, qui remarque des changements dans mon propre fonctionnement, c'est une question qui m'intrigue. Puis la perspective que je prends dessus, c'est le rôle de l'activité physique et de l'exercice, puis comment ça peut être un outil qui est important pour vieillir avec succès ou en santé. Là. Mais le vieillissement, c'est quelque chose qui affecte l'ensemble des personnes puis notre société, puis c'est un enjeu et une occasion que je pense qu'il mérite explorer.
Donc, une des choses que j'ai appris en travaillant dans ce domaine par rapport à la prévention des chutes, spécifiquement le vieillissement, c'est qu'il y a une évolution dans notre façon de penser par rapport à vieillissement. Donc, surtout par rapport à comment on peut intervenir pour assister ou appuyer cette période de vie d'une personne. Donc, au début, je pense, les actions pour mieux aider les personnes à vieillir, il y avait un intérêt, je pense, à utiliser certaines stratégies pour ajouter des années à notre vie. Puis je pense qu'aujourd'hui, on comprend que c'est plutôt d'ajouter de la qualité à notre vie sans nécessairement allonger la durée de vie. La durée de vie semble quelque chose de fixe. Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour prévenir des situations comme une chute qui peut causer la mortalité. Mais typiquement, ce qu'on vise, c'est d'améliorer la qualité de vie des individus sans nécessairement allonger la durée de vie. Après, une autre idée qui a guidé un petit peu les actions scientifiques par rapport au vieillissement, c'était une approche d'observer des individus qui avaient une capacité ou qui avaient du succès dans le vieillissement. Donc, d'observer des groupes qui vivaient longtemps ou qui maintenaient une qualité de vie, une mobilité, une capacité fonctionnelle pour une longue période de vieillissement. Puis après ces activités de recherche, ce qu'on a appris, c'est qu'il semble avoir certains comportements que les gens peuvent adopter qui aident des personnes à vieillir avec succès. Donc, le shift dans le focus puis l'approche aujourd'hui et une reconnaissance qu'on peut faire des choses, changer des comportements qui aident des personnes à vieillir avec succès. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement prédéterminé, c'est quelque chose qu'on peut intervenir. Et le rôle de l'activité physique et l'exercice est primordial dans cette approche de vieillir avec succès. Puis c'est là où concentre la plupart de mes actions ou mes travaux de recherche par rapport à comment aider les gens à vieillir avec succès en modifiant des stratégies ou des changements de comportement autour de la prévention des chutes. Puis la recherche, c'est clé dans cette processus-là d'aider des individus à vieillir avec succès. Puis moi-même, ma perspective par rapport à la recherche évolue surtout en fonction de les interactions que j'ai avec des individus qui travaillent dans des projets. Au début, ma formation, j'étais beaucoup dans le lab avec des situations qui étaient comme leur application directe était très peu limitée, mais depuis que je travaille sur mes propres thématiques de recherche et les dernières quelques années, j'ai l'occasion d'interagir avec beaucoup plus d'individus, puis d'essayer de comprendre un petit peu comment la recherche est perçue. Puis c'est définitivement un processus, c'est un long processus. Souvent, ça peut être compliqué, difficile à comprendre. C'est basé sur la méthode scientifique, puis c'est la meilleure façon de générer des nouvelles connaissances. Donc, lorsqu'on parle de santé, de trouver des stratégies qui aident les individus, il faut que ça passe par la méthode scientifique. Donc, c'est essentiel comme processus. Puis, on dépend de l'implication des individus et la participation. Puis j'ai quelques citations que vous voyez à l'écran que je partage. C'est des choses que j'ai entendues dans les dernières quelques semaines, que la recherche, c'est la santé, donc une bonne reconnaissance de l'importance que ça contribue vers la santé des individus et des populations. J'ai aussi entendu une perspective que non, ça c'est une question de recherche, ça c'est pas quelque chose qui est important dans une situation clinique, que je pense démontre un petit peu un manque de compréhension par rapport à vraiment c'est quoi les objectifs de recherche en santé. Puis j'ai aussi eu une bonne discussion avec une participante dans un programme que j'ai ici actuellement à l'Université de Moncton, que l'individu s'intéressait davantage à avoir des informations par rapport à le volet recherche. Donc, ils voyaient ce programme et leur participation dans ce programme de prévention des chutes comme étant plus que juste quelque chose qui leur apporte des bienfaits, mais une façon de contribuer à l'avancement des connaissances, puis de donner un petit peu vers d'autres individus, puis d'être capable de contribuer. Donc, je pense que ça représente un petit peu des différentes perspectives de c'est quoi la recherche en santé,
puis quelques-unes des occasions et défis que nous fait face à. Donc, quelle est l'ampleur du défi qui représente les chutes? Tout ce que je veux souligner ici, parce que Richard a partagé beaucoup d'informations par rapport aux statistiques, j'ai 2 points. Un, c'est que au quotidien, il y a des gens qui sont affectés par des chutes. Il y a des hospitalisations ici au Nouveau-Brunswick, 8 puis 9 par jour, dépendant des statistiques qu'on regarde. Mais ce que je pense qu'il faut souligner, c'est que des 8 ou 9 personnes qui sont hospitalisées au quotidien à cause d'une blessure liée à une chute, chacun de ces individus sont différents. Ils arrivent avec une différente expérience, puis une chute qui est de différentes caractéristiques qui causent cette chute-là. Donc, c'est une des raisons que c'est difficile d'intervenir parce qu'il y a tellement de différents facteurs. Malgré les efforts, ces 2 figures prochaines ou images que je vous montre, ce que ça démontre, c'est que malgré les efforts, avec le changement démographique, ce que nous attendons, c'est que la tendance va continuer, donc une augmentation dans le nombre de chutes. Et ce qu'on réalise aussi, c'est que nos efforts jusqu'à maintenant portent très peu de fruits par rapport à diminuer cette tendance et cette proportion. Donc, des statistiques que vous voyez à l'écran, c'est le pourcentage d'individus qui sont hospitalisés dû à une chute. Donc, c'est quelque chose qui, dans les dernières 10-15 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, malgré les efforts, je pense qu'on a besoin de mieux faire puis de changer un petit peu notre stratégie, là. Donc, pour revenir par rapport à l'enjeu des chutes, puis comment c'est quelque chose qui est complexe, puis ça varie d'un individu à un autre, je pense que ça nécessite une certaine compréhension par rapport à comment on maintient notre équilibre. Donc, des individus qui sont autonomes dans la société, capables de bouger, veulent garantir et maintenir cette position. Puis pour que l'individu, comme l'humain, soit capable de maintenir sa position debout, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en jeu, qui sont fonctionnels dans le corps, puis qui interagissent. Donc, on a, par exemple, ce que vous voyez à gauche, les yeux, le cerveau, puis le système vestibulaire, c'est des systèmes sensoriels. Donc, il y a des systèmes dans notre corps qui génèrent des informations par rapport à l'orientation du corps, par rapport à l'environnement, qui nous donnent des informations par rapport à combien nos muscles sont activés, les positions de nos segments comme nos bras et tout. Donc, il y a un système complexe, un réseau complexe de capteurs qui nous informe par rapport à la motricité. Ce qu'on voit à votre droite, c'est un muscle, donc il y a la réponse. Donc, ces systèmes à gauche captent l'information, puis le cerveau dans le milieu représente l'intégration. Donc, il prend ces informations, puis génère une commande motrice, donc une réponse motrice qui aide les gens à maintenir l'équilibre. Donc, tous ces aspects-là, ils fonctionnent ensemble, puis ils amènent des informations l'un vers l'autre. Puis pour que quelqu'un maintienne l'équilibre, il faut que ces systèmes ils fonctionnent en harmonie, donc synchronisés, de façon synchronisée. Donc, quelqu'un qui arrive avec un problème de vision, par exemple, ou un manque de force musculaire, ont besoin d'une solution qui est adaptée à leur réalité. Donc, la variabilité est importante par rapport aux sources parce qu'il y a beaucoup de différents systèmes qui sont impliqués dans le contrôle de l'équilibre. Donc, compte tenu de la grande variété des défis par rapport à chaque individu est différent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Heureusement, il y a des stratégies qui ont démontré du succès. Puis la première chose, je pense, c'est de faire des auto-évaluations. Donc, avez-vous chuté au cours des derniers 12 mois? Avez-vous peur de chuter ou de tomber? Il y a des excellents outils comme Richard nous a partagé qui sont disponibles sur le site web de Trauma Nouveau-Brunswick, Traumatisme Nouveau-Brunswick. Vous pouvez aussi consulter un professeur de la santé. Puis, quelque chose que j'ai eu comme conversation avec un participant dans le programme que je mène actuellement, qui m'a frappé, c'est, je pense, l'importance de passer à l'action, ne pas attendre qu'une chute arrive
et de défendre ses propres intérêts, donc d'être impliqué dans le processus, puis de ne pas s'attendre qu'une profession de la santé ou autre va organiser cette situation. Je pense que c'est important que les gens ils deviennent des défenseurs de eux-mêmes et leurs propres intérêts. Là. Est-ce qu'il y a des programmes? Il y a le programme Zoomers que Daniel et Richard ils travaillent pour appuyer. Et il y a aussi un programme que j'ai monté cette année à l'Université de Moncton qui s'appelle Booster votre ballon, Boost Your Balance. C'est définitivement un travail d'équipe avec d'autres individus que je mène. Il y a actuellement 2 groupes qui se rencontrent 2 fois par semaine ici au CEPS pendant 90 minutes pour faire des exercices. En total, jusqu'à date, on a eu 93 participants, puis on essaie de continuer ce programme après que le financement, parce que c'est un projet de recherche financé par le projet pilote des aînés en santé. Donc, on essaie de trouver du financement et d'appui pour continuer le programme après, parce que jusqu'à date, on voit des résultats intéressants, puis les participants aiment le programme. Il y a plein de ressources en ligne comme Fall Prevention, Community Practice, Loop, Parachute, Finding Balance, des excellentes ressources que je vous encourage de consulter si vous avez des questions ou d'intérêt pour d'autres informations sur ce sujet. J'ai fait le tour de plusieurs différents sujets, comme un résumé. Si vous avez des questions par rapport à n'importe quelle de ces activités ou ces points-là, c'est un plaisir pour moi de répondre à ces questions. Je vous remercie beaucoup pour votre intérêt, puis l'occasion de présenter quelques-unes des activités. Et je passe la parole à Daniel ou je peux répondre à des questions s'il y a des questions. Merci beaucoup. Là. Merci beaucoup, Grant. Moi, j'ai des questions, mais peut-être je vais les garder jusqu'à la fin si ça fonctionne bien avec tout le monde. Oui, donc j'ai des questions aussi pour vous, Dr. Richard Louis. Donc, j'ai aussi des questions pour toi. Donc, je passe la parole à Dr. Bouchard, puis après ça, on peut poser des questions. Thank you. Getting there. Am I sharing yet? I am. Okay. So, Ollie, can you tell me if you see my screen in a second? Yeah, je vois. I see it, but it's in presenter view from the screen. Donc, je vois your next slide as well. Okay. Yeah, it's better. I don't know why that better? Yep, I think so. It's a bit smaller, like it's not full screen, but I can see it pretty well. Est-ce que tout le monde peut voir la présentation? Oui. On te voyait en bas, Daniel, comme la semaine passée, puis c'est différent, mais c'est cool. OK. Est-ce que quelque chose dans là, ça marche pas? Là, tu vas me voir là, dans pas long. Ici, tu me vois comme en dessous, là? Oui. Yeah, c'est un petit peu... En tout cas, moi, je vois quelque chose de bizarre, là, mais si vous voyez comme... Ah, je peux grossir moi-même. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Je peux grossir. OK. On pourrait penser qu'après le COVID, on devrait être bon avec ces technologies-là, mais ça ne veut pas dire. OK. Si ça fonctionne, je vais y aller avec ça. Donc, mon nom, c'est Danielle Bouchard. Moi, je suis un petit peu en contraire de Grant parce que moi, je suis francophone puis je travaille dans un milieu anglophone. Un peu le contraire encore de Grant. Moi, j'ai fait mes études en français, mais je travaille en anglais. Donc, je suis située à Fredericton, à UNB, puis je suis co-directrice d'un lab qui s'appelle Cardiometabolic Exercise and Lifestyle. Pour la plupart des gens qui sont impliqués dans les chutes au Nouveau-Brunswick, vous me connaissez pour gérer le programme Zoomers. Mais je dis souvent que c'est moi le spearheader, comme je m'occupe de que ça fonctionne, mais je ne vois pas les day-to-day activities, là, comme le petit quotidien du Zoomer, je le vois juste un peu à chaque semaine. Est-ce que ça change pour toi, Molly? OK.
Donc, moi, je pensais peut-être couvrir un peu plus le fait que pourquoi on fait de la recherche. C'est un petit peu ça le café scientifique. Puis je vais vous montrer un petit peu des résultats qu'on a avec le programme Zoomers, parce que c'est ça qu'on utilise beaucoup comme pour tester des choses. Il y a différents types de recherches. Puis souvent, quand on pense à la recherche, on pense à la personne avec un manteau blanc, avec un laboratoire, puis des épipettes, puis des choses comme ça. Mais il y a vraiment différents types de recherches. Quand on fait des questionnaires, par exemple, c'est quand même une recherche. Quand on fait des entrevues, c'est considéré de la recherche. C'est le même processus. On a une question, on pense qu'on peut comprendre un peu plus le phénomène d'une certaine façon, puis ensuite on fait des conclusions. Mais ce n'est pas à propos d'une personne, c'est à propos de plusieurs personnes. En recherche, on essaie de rester à l'écart de « moi, je connais quelqu'un ». On entend souvent ça pour le vaccin, par exemple, ou pour perte de poids, c'est un bon exemple aussi. Alors, moi, je ne comprends pas. Lui, là, il mange la soupe aux choux, puis ça fonctionne. Puis elle fait la même chose, ça ne fonctionne pas. On aime penser qu'une chose va trouver la solution pour plusieurs, mais on va souvent avec la majorité. Est-ce que ça fonctionne pour la majorité? Puis il y a toujours quelqu'un qui est une exception, qui te casse les oreilles avec le fait que ça fonctionne pour lui ou pour elle. Mais en recherche, on vérifie beaucoup pour le groupe. Mon animation embarque sur l'autre, mais dans le fond, qu'est-ce que... je vais passer à la prochaine, comme ça va fixer ça. Qui finance ça, la recherche? C'est souvent, au Canada, ça peut être privé, mais c'est souvent public. C'est souvent les taxes qui sont une façon de gérer les portefeuilles de recherche. Vous pouvez peut-être vous demander des fois quand est-ce que les gens dans les projets de recherche sont payés? C'est souvent parce qu'il y a un risque associé à l'implication dans la recherche. Un exemple de ça serait, on avait un programme de recherche sur la sédentarité qui était en collaboration avec la NASA. Puis la personne devait être alitée pendant une semaine complète. Je ne sais pas pour vous, mais rester couché pendant une semaine sans avoir le droit de bouger, c'est pas très, très éthique de demander ça à quelqu'un. Mais si quelqu'un veut le faire avec une compensation, ils vont être surveillés, ils vont avoir des besoins, ils vont avoir des ressources, mais il va avoir une compensation. Ça se passe aussi du côté des médicaments, souvent, parce qu'on ne connaît pas tous les effets secondaires d'un produit. Dans la recherche clinique, comme nous, on fait ici, c'est plus pour payer les gens quand ils viennent se faire tester. L'évaluation, la partie d'évaluation, parce que recevoir un programme d'exercice ou recevoir, il y a déjà un bénéfice. Mais les bénéfices des données, souvent, c'est plus nous qui en profitons que la personne même. Donc, on peut avoir une petite compensation. Une chose qui est aussi quelque chose à vérifier, c'est quand on est payé pour être dans un projet de recherche, c'est souvent pour comme un token, une petite faveur, un petit don, c'est une carte cadeau de 25 $. Quand vous avez des compensations qui commencent à parler des centaines de dollars, souvent, on peut se poser des questions s'il y a un risque qui vaut la peine pour quelques centaines de dollars. Qui mène les recherches au Canada, c'est surtout des gens avec un PhD qui sont avec une formation qui est pas mal exhaustive en termes de quelques années. On parle de gens qui ont un baccalauréat, une maîtrise et un PhD. Et si on met ça tout ensemble, normalement, on parle d'environ 10-12 ans d'études. Souvent, les gens, on est forcés à faire, pour être prof à l'université, il faut faire aussi un postdoc qu'on appelle. Donc, c'est un autre stage de recherche après un PhD. Les médecins aussi peuvent faire de la recherche. Au Nouveau-Brunswick, surtout en collaboration. C'est rare des chercheurs médecins à 100% parce qu'on n'a pas de faculté de médecine. Au Nouveau-Brunswick, on en a, mais ils sont empruntés en français à l'Université de Sherbrooke, puis en anglais à DAL, Med, donc au Nouveau-Brunswick physiquement, mais géré par d'autres identités. Qui peut participer à la recherche? Tout le monde. Des fois, vous vous demandez pourquoi je ne peux pas participer à ça. Ils demandent quelqu'un de 65 ans et plus. Pourquoi pas moi à 64 ans? Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui font qu'une intervention va fonctionner pour une personne. Puis la personne ne vient pas avec seulement un élément ou une caractéristique. Même si on dit 65 ans et plus, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent faire que le médicament fonctionne ou pas, qui n'a rien à voir avec l'âge, mais on réduit un peu ce qu'on appelle en recherche la variabilité, les différences entre une personne et l'autre. Donc, quand vous voyez des restrictions sur qui peut participer dans un projet de recherche, c'est souvent, ça vise à limiter les autres choses à l'extérieur qui pourraient jouer un rôle sur qu'est-ce qu'on teste
va faire une différence pour d'autres facteurs. Fait que l'idéal, ça serait de tester quelque chose avec des jumeaux identiques. C'est souvent utilisé dans les designs de recherche pour enlever la génétique, vraiment regarder le côté phénotype, la vie à l'extérieur de l'être humain. Et c'est souvent utilisé. Mais c'est pas parce que vous ne pouvez pas être un bon candidat, c'est juste qu'on essaye de mettre le plus de gens possible qui se ressemblent. C'est pour ça aussi qu'il faut répliquer les études parce qu'on le fait avec des gens qui sont plus jeunes, des gens qui viennent de nos pays, des gens qui ont plus d'expérience, peu importe ce qu'on fait. Fait que c'est pour ça qu'en recherche, souvent, on répète puis on dit, ben, on sait-tu déjà pas ça? Souvent, mes parents disent, je vais dire, on a un nouveau projet de recherche qui a été financé, puis c'est comme, on ne connaît pas la réponse à ça encore. Il y a beaucoup de gens dans la communauté qui pensent qu'on sait beaucoup de choses que pour nous, des scientifiques qui sont très spécifiques dans un domaine, vont dire, on n'est pas très certain. Mais les gens dans la communauté sont très certains qu'on sait déjà ça. Donc, il y a un petit peu une différence entre les gens ici. 51, vous pouvez demander c'est quoi ce chiffre-là? C'est le risque moyen une réduction de risque de chute chez les personnes âgées si on fait de l'exercice de façon consistante au cours de l'année, environ un volume de 3 heures par semaine et où ce qu'on va aller mettre notre équilibre à défi. Donc, c'est un peu ça qu'on fait avec le projet de Zoomers. Puis la raison pour qu'on fait ça, c'est parce qu'on utilise les données de la littérature pour dire c'est vraiment ça qu'il faut faire pour faire le mieux. On peut faire d'autres types d'exercices. Si quelqu'un fait de la marche, si quelqu'un enlève tous les tapis de votre maison, vous allez probablement réduire vos risques de chute. Mais puis tout ça accumulé probablement encore plus si on réduit les hazards qu'on appelle les obstacles dans la maison, si on fait sûr que notre vision est correcte, si on s'occupe de prendre des médicaments qui vont pas avoir une influence sur notre équilibre. Mais si on regarde juste la chose à faire, si on a besoin de choisir une chose, c'est l'exercice qui met à défi l'équilibre avec 51% de réduction. C'est très, très gros comme chiffre dans notre vie à tous les jours parce qu'on réduit notre risque de chute avec 2% plus, 3% de plus. Mais 51 juste sur un élément, c'est énorme et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de programmes d'exercice pour réduire le risque de chute. Quand on fait des études, j'aurais dû traduire le titre ici, les étapes pour faire la recherche, c'est qu'on faut créer des évidences. Donc, moi, puis des collègues partout dans le monde, on essaie de voir c'est quoi qu'il faut faire. Une fois qu'on a créé les évidences, c'est ce qu'on fait avec le programme Zoomers, par exemple, on partage l'information. Puis on partage l'information, oui, avec vous aujourd'hui, avec des gens du gouvernement, avec des collègues, mais aussi c'est vague. Hein, puis le monde maintenant est très, très ouvert, facile d'accès. Des études qui ont été faites en Tchécoslovaquie pour arriver sur ma table demain matin. On a beaucoup, beaucoup de connexions dans la science autour du monde. Et une fois qu'on a partagé l'information, on essaie d'augmenter l'accès. Et c'est un peu ça encore. Je prends l'exemple de Zoomers on the Go qui est disponible au Nouveau-Brunswick. Maintenant, on essaie de l'offrir à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Puis ensuite, c'est plus à propos de si on réduit le risque de chute. On sait qu'on va réduire le risque de chute. Il y a énormément d'évidences qui sont créées. Donc là, maintenant, le but, c'est de voir pourquoi les gens ne le font pas. Individuellement, c'est une chose, mais pourquoi les organisations ne mettent pas de ressources dans ces choses-là? Qu'est-ce qui ferait qu'ils mettent des ressources dans ces programmes-là? Donc, c'est vraiment une question maintenant de savoir comment on peut convaincre les organisations, les structures pour vraiment implémenter les choses qu'on a créées des évidences pour. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait ici? L'exemple, c'est Zoomers on the Go. Puis j'utilise Zoomers aujourd'hui parce qu'on parle de chute. Il y a beaucoup d'autres programmes qui ont créé des évidences pour démontrer quel type d'exercice on devrait utiliser dans la communauté, par exemple. Est-ce que les bars, les bars, vous avez vu ça dans vos communautés, des bars avec des bars fixes qui sont laissés gratuitement dans les parcs? Est-ce qu'ils sont utilisés? Mais le but ne serait pas les chutes. Donc, c'est pour ça que je n'en parle pas aujourd'hui, mais Zoomers, c'est un exemple des choses qu'on fait dans le lab. Donc, j'en ai parlé la première étape était de créer des évidences. Ici, vous pouvez voir, vous voyez pré-post, à gauche 2 fois, puis à droite. Le côté gauche, c'est les gens qui ont fait Zoomers on the Go pendant 12 semaines. C'est des choses qu'on a publiées dans un journal en Europe et on montre que si on met quelqu'un sur une jambe, puis on dit reste sur une jambe le plus longtemps possible,
Les gens, avant de faire le programme, ils faisaient 27 secondes. Et après le programme, il faisait 31,8 secondes. Vous dites, ben, est-ce que c'est vraiment impressionnant? La question, c'est de savoir, ben, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe? Fait que si vous regardez à droite, 29,1 à 30,7, c'est les gens qui n'ont pas fait de Zoomers. Ça fait qu'on peut voir qu'il y a une augmentation pour les gens qui font Zoomers. Puis la question qui devient importante pour nous, c'est pas l'augmentation, mais c'est combien d'augmentation il faut voir pour vraiment avoir un impact sur les chutes. Donc, ici, on parle des facteurs de risque. C'est si on améliore notre équilibre, on sait qu'on va réduire nos chutes par la littérature. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on suit les gens qui font Zoomers, puis on va voir dans le temps s'ils vont chuter plus ou moins. Puis là, on pourra revenir et dire, ouais, ceux qui ont amélioré leur équilibre de 4 secondes, ils ont amélioré. Donc, 4 secondes, c'est ça qu'on veut voir dans les cliniques que Richard parlait de dépistage. On veut voir les gens, voir cette augmentation-là, et c'est ça qu'on vise. Par exemple, c'est des choses comme ça qu'on peut créer des évidences pour. On voit ici la tendance, les gens qui font Zoomers et ceux qui n'en font pas. Ça, c'est seulement 12 semaines. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un en fait pendant 4 ans? Est-ce que ça stabilise à un moment donné? Est-ce que ça continue à améliorer? Puis là, quand on regarde ça, c'est tout le monde ensemble. Mais il y a des gens là-dedans qui ont amélioré, qui ont doublé leur temps sur une jambe. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient plus mis au défi? Est-ce que le leader qui est dans leur classe a vraiment poussé pour ça? C'est toutes des choses qu'on peut regarder maintenant en suivant les gens dans le programme ou en initialisant d'autres mondes. Une autre chose qu'on a démontré dans nos données ici, il y a beaucoup de choses sur cette diapo-là, mais je vais concentrer votre attention sur les lignes blanches versus les lignes noires. C'est assez clair que les lignes blanches sont plus élevées que les lignes noires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ces lignes-là, la ligne noire, c'est les gens qui viennent en personne au programme. Donc, quand on offre le programme dans un centre communautaire, dans un sous-sol d'église ou peu importe, quand les gens se pointent, plus la ligne est haute, plus souvent ils viennent. Dans ce temps-là, c'était offert 2 fois par semaine. Donc, on peut voir que peu importe la semaine, en bas, c'est la semaine, c'est 12 semaines. Au cours des 12 semaines, les gens qui viennent en personne, la ligne noire, viennent moins souvent que la ligne blanche qui est quand c'est offert en ligne. Depuis COVID, on offre le programme en ligne. Il y a beaucoup de questions par rapport à offrir en ligne. Est-ce que c'est aussi bon? Est-ce que les gens chutent plus? Est-ce que les gens qui vont en ligne sont en sécurité? Toutes des choses qu'on regarde en ce moment. Mais selon une étude qu'on a regardé les données, d'à peu près comme 200 personnes ici, les gens qui s'inscrivent en ligne ont tendance à venir plus souvent ou en manquer moins de sessions en général. C'est sûr qu'il y aura toujours le commentaire. Moi, je connais quelqu'un qui vient toujours en personne. Oui, mais est-ce nous, encore une fois, de façon recherche sur la population, c'est sûr que si on fait de la recherche sur un médicament spécifique, l'individu est important, mais quand on regarde un programme communautaire, on regarde à la majorité et on voit clairement qu'en ligne, en tout cas, c'est pas pire. C'est pas pire qu'en personne en termes d'assiduité des gens qui viennent plus souvent. C'est le genre de choses qu'on regarde. Les étoiles, je vais vous passer les détails de statistiques, mais c'est clair que pour nous, en ligne, vaut la peine de continuer à investiguer ou à promouvoir. Une fois qu'on a démontré ces choses-là, puis j'ai passé beaucoup de choses, on fait beaucoup de recherches sur le programme, c'est important de partager l'information pour qu'on s'aide. Puis, vous pouvez voir des données ou des reportages qui sont faits par des journalistes par Radio-Canada ou l'Acadie Nouvelle, mais ils prennent souvent des idées originales dans la littérature scientifique pour faire une histoire. Nous, on la met dans la littérature scientifique, puis ensuite, les gens peuvent l'utiliser pour différentes façons. Vous voyez que le premier papier qu'on a publié avec Zoomers en mouvement, c'était en Europe. Là, vous dites, mon Dieu, ça s'en va jusque-là. Oui, ça s'en va jusque-là, mais la personne qui est dans le projet, Agathe, Ginette, puis Louis, ils ne sont jamais mentionnés en nulle part. On n'est jamais intéressé à savoir, Louis, ça a-t-il amélioré pour lui? La personne en Europe, elle ne sait pas c'est où Fredericton. Ce n'est pas important non plus. C'est des gens avec un certain âge qui ont une certaine capacité fonctionnelle, puis qui font ça, ça fonctionne dessus. Parce que si on remet Zoomers, on a de la collaboration en ce moment avec l'Irlande, en Australie aussi. Est-ce que ça va fonctionner? Probablement. Je ne sais pas. C'est des choses qu'il faudra confirmer. Mais c'est important que vous compreniez que quand on fait de la recherche,
c'est pas seulement pour le Nouveau-Brunswick, c'est pas seulement pour la ville puis la communauté qu'on est dedans. C'est les informations qu'on va chercher vont beaucoup plus loin que l'endroit à laquelle on est quand on fait le programme. On a publié des choses sur est-ce que faire le programme en ligne, est-ce que ça réduit la peur de chuter? Ou est-ce que ça augmente la peur de chuter? On a vérifié ça. Puis une autre étudiante à moi a vérifié aussi ça améliore-tu quand réduis-tu ton risque de chute quand tu le fais en ligne versus en personne? Puis on a démontré qu'il n'y avait pas de différence. C'était des choses qui sont maintenant partagées. Ensuite, quand on a fait des évidences, on a partagé l'information, on a essayé d'augmenter l'accès. Donc, vous voyez à votre droite ici, là, en haut à gauche, c'est où ça a commencé. Zoomers on the Go a commencé. Je dis Zoomers on the Go, puis je dis Zoomers en équilibre. On vient d'approuver le changement. Là, ça va se passer d'ici peu parce que Zoomers en équilibre représente un peu mieux qu'est-ce que le programme est. Ça a commencé à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. À droite, vous voyez qu'on a fait des études à Fredericton, on les appelait nos Zoomers Virgin. C'était nos gens qui n'ont jamais fait le programme, voir qu'est-ce qui se passe. C'est un peu des données que vous avez vues aujourd'hui. En bas, à gauche, c'est où on est en ce moment, au Nouveau-Brunswick. Le mauve étant des participants et des instructeurs. En vert étant des instructeurs qui s'en viennent en pratique. Et en noir, c'est les gens qui sont pas en personne, qui sont seulement en ligne. Et on voit que du côté d'Edmundston et de cette zone-là, on a besoin de développer un peu plus au niveau des instructeurs. Puis à droite, ben, c'est partout où c'est le programme où il y a des participants en ligne en ce moment. On commence à offrir en personne en septembre en Nouvelle-Écosse. Il y a de l'intérêt aussi en Colombie-Britannique et à l'île du Prince-Édouard, en Alberta aussi, pour donner le programme en personne. En ce moment, juste pour donner une idée de grandeur, juste la session ici qui vient de se terminer en automne, de septembre à décembre, il y avait 1550 personnes qui faisaient le programme en ligne et les gens qui sont ici, qui connaissent le programme, pourront attester que gérer 1500 personnes, c'est un peu plus compliqué que gérer un groupe de 200 personnes. Donc, c'est sûr que ça vient avec des défis, avec des ressources qui sont nécessaires et c'est là que les partenariats avec la communauté sont importants. Maintenant qu'on a envoyé le programme un peu dans la communauté autour du Canada, les études qu'on fait en ce moment, comme je disais tout à l'heure, c'est moins important de démontrer que ce programme-là réduit le risque de chute parce qu'on est pas mal certain de ça, pas juste à cause de nos projets, mais d'autres projets dans le monde. Maintenant, on essaie de comprendre, si vous regardez les gens qui viennent à ces programmes-là, c'est souvent des femmes blanches qui sont éduquées, qui sont âgées. Si on regarde, c'est pas seulement au Canada, c'est partout dans le monde, c'est un peu ça le profil. Qu'est-ce qui fait que les hommes, ça les intéresse moins? C'est pas parce qu'ils chutent moins. Richard parlait de ça tout à l'heure. Les gens aussi, les minorités visibles n'ont pas vraiment d'intérêt pour venir à ces programmes-là. Est-ce que c'est avoir un instructeur qui serait qui aurait de la ressemblance avec eux aiderait? Je ne sais pas. On a des sous pour vérifier ça. C'est géré par des gens en Ontario, cette partie-là. Adapt, on essaie il y a beaucoup de programmes qui sont offerts au Canada pour réduire le risque de chute parce qu'on sait que c'est bon. Mais quand on regarde à l'intérieur de ces programmes-là, c'est un peu le Far West, là. C'est un peu n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Donc, on essaie de vérifier qu'est-ce qu'on offre, puis est-ce que c'est vraiment le meilleur qu'on pourrait faire? Il y a déjà des ressources, mais est-ce qu'on utilise les ressources de la bonne façon? Fait qu'on essaie de voir, est-ce qu'ils sont offerts à l'année? Parce que souvent, quand on arrête l'été ou on arrête l'hiver de venir, on revient où on était. L'exercice, c'est super bon, mais quand on n'en fait pas, on revient à la case départ où on réduit en tout cas les bénéfices. C'est ça qui est le danger d'arrêter. Donc, on essaie de promouvoir ça. Est-ce que l'équilibre est mis à défi dans ces programmes-là? Ça, c'est le deuxième critère. Puis le troisième critère, est-ce que c'est offert à un volume assez élevé pour avoir des meilleurs bénéfices possibles? Ça, c'est géré par quelqu'un à l'Université de Manitoba qui vérifie ces choses-là. En ce moment, on a 5 ans pour faire ce programme-là. Implémenter, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Zoomers. On a choisi le programme Zoomers comme étant le programme à promouvoir. Si les communautés n'ont pas de programme, on sait que ça fonctionne, on a un bon package, on a un petit paquet, on dit, OK, voici comment on fait Zoomers, voici comment on l'implémente et on voit si ça fonctionne bien. Puis quand les gens ont la difficulté à l'implémenter, nous, on essaie de vérifier, de comprendre pourquoi.
Donc, les projets de recherche sont vraiment différents. On n'est plus après l'équilibre de la personne. On la mesure quand même avec 400 personnes, ceux qui sont de Zoomers, ont entendu dire des gens, « Ah, je me participe à l'étude qui est en ligne. » On demande des questions à des gens, mais le gros du projet n'est pas nécessairement à savoir si les gens réduisent leur risque de chute. Du côté implémente aussi, on essaie de voir si les gens allent moins à l'hôpital, voient moins la moitié de famille, est-ce qu'ils ont moins de chirurgie en ayant une collaboration avec le système d'Horizon puis Vitalité pour voir si les gens qui font le programme versus non le programme, est-ce qu'on voit des bénéfices? Toutes des choses qu'on vérifie du côté de la recherche. Et le dernier, c'est Sustain. Grant parlait tout à l'heure de comment on fait pour maintenir ces programmes-là. C'est le problème de beaucoup de chercheurs. On montre des évidences, mais on n'est pas capable de trouver des partenaires qui vont pousser pour implémenter ces choses-là. L'affaire qui est vraiment comme théorisant quand on pense à ça, c'est qu'on sait qu'il y a moins de 1 projet sur 10 qui démontre vraiment des bons bénéfices qui vont être implémentés dans le système. Et ça prend environ 7 ans en moyenne pour un programme de vraiment être stabilisé dans un système puis être donné de façon continue. Donc, il faut être très, très patient pour voir que nos résultats vont tomber à terme et être offerts. Fait que ça donne un peu un aperçu de qu'est-ce qu'on fait dans le lab, puis dans les labs en général, en recherche. Si vous voulez plus d'informations pour le programme de Zoomers de façon spécifique, vous pouvez aller sur Facebook. Vous pouvez juste taper Zoomers, vous allez tomber dessus. Il y a aussi une adresse courriel. Il y a un site web qui est en train d'être développé pour avoir rassemblé cette information-là plus de façon précise pour avoir accès plus facilement. C'est des choses que vous allez voir d'ici la fin de l'été. Mais pour l'instant, je vais terminer là. Je pense que j'ai mes coordonnées, mais sinon... oui, mes coordonnées sont ici. Facile à trouver, daniel.bouchard @commercialunb.ca. Vous voyez à gauche tous les gens ou toutes les organisations qui financent les projets qu'on a dans le lab, mais aussi de façon générale au Nouveau-Brunswick. Donc, je vais arrêter ici, puis je vais prendre des questions si vous en avez. Donc, on a déjà une question dans la discussion, c'est concernant les Zoomers en ligne. On a une question qui vient de Judy. Est-ce qu'on pourrait faire les exercices quand c'est convenable à nous? Oui, c'est une bonne question, puis la réponse est facile, c'est oui. Zoomers est fait un petit peu différemment sur le modèle, dans le sens qu'on s'inscrit, on va en personne. C'est sûr que quand on va en personne, c'est offert le lundi, le mercredi ou peu importe. C'est un petit peu plus restreint pour la flexibilité, mais quand on s'inscrit en ligne, il y a, en ce moment, il y a 12 classes de 1 heure qui est offerte dans l'horaire, soit en français ou en anglais. Et on a aussi des vidéos qui sont développées pour que les gens puissent les utiliser à leur propre guise. C'est sûr qu'on n'a pas toujours la même interaction avec les gens, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose de possible. L'autre chose que je vais dire, c'est qu'on a une collaboration en ce moment avec un programme qui s'appelle Move 50 ans et plus. C'est développé par le Québec, la santé publique du Québec. Je vais mettre le lien en CC. Les vidéos vont être prêtes d'ici le printemps. Il y a 12 vidéos de fait avec le contenu de Zoomers qui vont être disponibles à n'importe quel temps. C'est pour remplacer aussi je dirais, piètre qualité vidéo qu'on a en ce moment, avec quelque chose de fait professionnellement, qui a plus le goût d'aller faire ça. Et une dernière chose que je vais ajouter, c'est qu'on a une collaboration avec l'Australie en ce moment pour une application qui s'appelle Standing Tall. C'est un programme d'exercice pour les personnes âgées qui va mettre à défi l'équilibre, qui va être disponible. Donc, si on n'a pas Internet, on pourrait quand même avoir accès à l'application. C'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'il y a des gens que l'Internet, c'est pas disponible ou c'est très finicky, très instable. Donc, ça va être une autre option. Fait que oui, il y aura vraiment beaucoup d'opportunités pour le faire par vous-même. Merci. À l'heure qui vous convient. Régent, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Merci beaucoup, les 3 docteurs. C'était super et très, très bien expliqué. J'ai beaucoup adoré. Par contre, ça m'a fait amener un point.
est-ce que dans les recherches, les informations, on regarde l'aspect psychologique du changement en vieillissant? Parce que moi-même, étant une personne de 65 et plus, je réalise que mes confrères, consoeurs et ceux que j'enseigne parce que je suis monitrice de Zoomers, bien souvent ne sont peut-être pas dans l'acceptation de accueillir les changements qui se présentent dans notre corps physique. C'est pareil comme si le corps physique, mais le mental ou la personne ne semble pas accepter les limites qui peut, à la longue, s'ingérer et d'où amener un changement de comportement dans la façon de faire les choses. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai réalisé? Ça amène une personne à prendre des défis, un peu moins de précaution et vraiment qui, à ce moment-là, devient à risque de tomber. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui, c'est un bon point. Réjeanne, je peux commencer en disant que oui, c'est regarder, mais une des façons de gérer ça, c'est de aussi savoir soi-même. La personne qui se met à risque, souvent, n'est pas consciente du changement elle-même. Des fois, c'est une question d'acceptation, mais c'est une question aussi de... Exactement. Un exemple de ça, c'est qu'il y a des études qui demandent est-ce que vous êtes capable, c'est aux États-Unis, ça dit, c'est souvent utilisé en anglais, fait que c'est comme can you walk a quarter of mile? Est-ce que vous pouvez marcher un quart de mille? On peut voir que c'est pas au Canada que ça a été développé, mais les gens vont dire ben oui, c'est sûr. Ben oui, on coche oui, mais ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas marché, le quart de mille. On le voit aussi avec des montées des escaliers. On dit est-ce que vous êtes capable de monter les escaliers en 30 secondes? Ben oui, c'est sûr. Mais quand on le fait, c'est d'autres choses. Fait que peut-être qu'une des façons de gérer ça dans le quotidien, c'est de faire un test de base. Pas pour savoir s'ils améliorent, mais pour savoir leur point de départ. Peut-être quelque chose à mettre dans. Mais c'est un peu ça que Richard disait aussi. Identifier le risque et ensuite avoir une intervention qui est plus spécifique pour ton niveau de risque. Puis c'est un peu ce que Richard disait aussi, il y a des gens qui n'avouent pas non plus avoir tombé. Ah, j'ai pas tombé, moi, ça n'a pas fait mal. On entend souvent ça. J'ai pas été à l'hôpital, là. Non, non, tout est correct, mais ils ont tombé quand même. Donc, c'est peut-être une question, comme vous dites, d'acceptation. Mais c'est peut-être de les faire réaliser leur niveau de base. Mais c'est un bon point. OK, merci. Oui, puis moi, de mon côté, je pourrais ajouter... Moi, de mon côté, je pourrais ajouter, il y a le côté de surestimer ses capacités, de prendre des risques, mais aussi penser à sous-estimation de ses capacités et la peur de tomber. Donc, ça, c'est l'autre côté de la médaille. Et pour ça, quand on parle j'ai parlé brièvement des différents outils que j'ai développés pour nos professionnels de la santé. Un de ces outils, c'est justement une liste de vérification que je n'ai pas présentée, une liste de vérification pour justement faire cette évaluation de la peur de tomber. C'est une liste de questions un peu différentes qu'on encourage nos médecins de famille et infirmières praticiennes d'utiliser parce qu'on comprend bien après un incident qui ne pourrait pas nécessairement mener une personne à aller à l'urgence ou être admis à l'hôpital, pourrait quand même créer ces inquiétudes chez certaines personnes âgées. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de commencer, d'avoir la conversation, d'évaluer le niveau d'inquiétude chez cette personne-là pour ensuite référer pour avoir des traitements pour behavioral, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier cette crainte. J'ai mis dans le chat, Réjeanne, un petit test qu'on peut faire avec les gens pour qu'ils soient conscients de où ils sont. Puis il y a aussi là, les moyennes, selon votre âge, leur sexe, où ils devraient être. Fait que ça peut être une façon d'être conscient de où on est, sans le partager avec personne, sans juste où on est. Puis ça peut être quelque chose qu'on pourrait ajouter aussi comme étant une recommandation avant de commencer avec les gens. Il faut juste s'assurer que c'est fait de façon sécuritaire.
Oui. J'aime bien dans le programme Zoomers la façon que, du moins, moi, j'ai été éduquée. Les 3 niveaux, si tu veux, de faire l'exercice, d'amener l'exercice en se tenant une pleine main ou tout ça, c'est là que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont plus capables que leur condition physique leur permet de faire, du moins au début du programme. Et ensuite, graduellement, surtout avec les exercices d'équilibre, après peut-être au moins 6 semaines, ils s'aperçoivent d'un changement. Ils s'aperçoivent que leur équilibre est beaucoup mieux et à ce moment-là, ils sont capables, ils ont plus confiance en eux et ainsi de suite. OK. Il y Parfait. avait une autre question. Oui, je me demandais pourquoi vous ne considérez pas le côté génétique aussi de la personne quand vous faites toutes vos évaluations, vos recherches. On dirait que vous avez mis ça complètement de côté parce que, veut pas, on est né avec des gènes qui font que, comme exemple, moi, j'ai l'ostéoporose avancée, donc je suis plus fragile à avoir des fractures. Je suis le programme Zoomers que j'adore, je trouve que c'est excellent, mais j'ai mes limites, puis que je veuille ou que je ne le veuille pas, j'ai des problèmes de santé, que je vois une détérioration à ce niveau-là, puis j'ai beau de faire mes efforts, de marcher, être active, faire de l'exercice, puis malgré ça, on dirait du côté génétique, comment je dirais, ça m'empêche. Ça m'enlève un peu de la qualité de vie que j'aimerais donc regagner. Je peux y aller un peu. Pourquoi vous ne regardiez pas le côté génétique? Parce que les chutes, c'est certain, le côté génétique, ça n'aide pas, dans mon cas, en tout cas. Je suis plus à risque, étant donné que je souffre d'ostéoporose. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Je pense que c'est une excellente question. Puis je crois qu'on prend en considération le génétique lors des évaluations des individus. Lorsqu'on fait, par exemple, une évaluation des conditions ou maladies ou comme l'historique des individus, là. Donc, comme le programme que j'ai ici à l'Université de Moncton, avant que les gens y embarquent dans le programme, on a fait une évaluation avec ces individus. Puis c'était une évaluation de plusieurs différentes capacités physiques, cognitives, soutien familial et tout. Donc, on le prend en considération définitivement, mais de mon expérience, c'était difficile à convaincre les individus de vouloir faire ces activités-là. Tu sais, les gens, ils voulaient comme avoir accès au programme, commencer tout de suite. Puis lorsqu'on voulait faire une évaluation de l'ensemble de ces différentes capacités pour voir les caractéristiques de chaque individu, parce que chaque individu arrive avec une différente historique, c'était un défi, là. Donc, en gros, pour répondre à la question, je pense que oui, on le fait. La génétique, il n'y a pas d'approche thérapeutique qu'on peut utiliser pour modifier la génétique des individus, mais l'épigénétique, comme la démonstration du potentiel des individus, on peut le modifier avec des comportements. Donc, les programmes, quelque part, s'ils sont adaptés à l'expérience des individus, leur niveau, leurs besoins, si on a l'ostéoporose ou autre, ça devrait prendre ça en considération, puis amener les gens au début du programme de où ils sont à un meilleur état vers la fin. Mais pour le constater, des fois, il faut l'évaluer. Puis de mon côté, ça a été un défi. Je ne sais pas comment Zoomers ou d'autres programmes. Daniel, est-ce que tu vois où? Richard, est-ce que vous voyez comment c'est mieux incorporé dans comme l'évaluation ou l'intervention, là? Je veux juste ajouter que quand on travaille avec des personnes âgées, on prend en considération qu'il n'y a plus personne qui a 22 ans. 6 personnes sur 10 au Canada ont une condition chronique, que ce soit l'ostéoporose, que ce soit autre. Donc, on est beaucoup plus intéressé à, comme Grant disait, à les répercussions de ces conditions chroniques-là. Et on ne peut pas vraiment dans les communautés avoir un programme pour les gens qui ont de l'ostéoporose, pour les gens qui ont le diabète, pour les gens qui ont les maladies cardiovasculaires, parce que ce n'est pas juste ça qu'ils sont non plus.
Vous êtes une personne avec l'ostéoporose que vous disiez, mais vous êtes aussi une personne d'un certain âge avec un bagage d'expérience et de génétique autre. Donc, l'humain est très, très complexe. Donc, on dit, comme Grant disait, en évaluant le niveau de la personne au début, malgré les autres composantes, est-ce qu'on est capable de réduire le risque de chute? Je pense que la question, c'est plus pourquoi on s'attarde sur le risque de chute? Il y a d'autres choses aussi qu'on pourrait améliorer. C'est un peu comme quand on va au garage, je dis à mes étudiants dans ma classe, on ne peut pas aller au garage puis demander, ben, fabrique-moi un nouveau char. Je vais revenir le chercher plus tard. On lui dit, ben, veux-tu réparer mes freins? Puis veux-tu réparer mon moteur? Puis peux-tu me rajouter des wipers, des essuie-glaces? Ben, c'est un peu ça qu'on fait avec les programmes dans la communauté. On répare ou on travaille avec un élément du tout, mais c'est pas parce qu'on oublie que le reste, il peut ne pas être pareil d'une personne à l'autre. C'est plus, est-ce que le char, il avance? OK, parce que quand j'ai fait l'évaluation, on devait répondre aux questions à la fin de notre 12 sessions. On fait ça chaque fois. Puis je me rends compte que dans mon cas, c'est pas vrai que ça améliore, on dirait que ça détériore, mais c'est vrai que le facteur de risque augmente parce que je vieillis, sans doute. Puis on est dans une population vieillissante aussi, donc vos résultats risquent d'être plus élevés du côté fait que la population vieillit aussi. Donc, je fais partie de ce groupe-là, malgré les efforts que je fais. J'aimerais maintenir la même chose que 10 ans passés, mais je me vois dans l'impossibilité dans le moment parce qu'il y a des situations que je vis. Une chose aussi, madame, je vous parle quand même, c'est que souvent en vieillissant, on détériore juste parce que le temps passe. Et souvent, rester à la même place, c'est un bénéfice. En fait, parce qu'on a toujours un déclin de beaucoup de systèmes physiologiques, mais si on reste à la même place à passer un certain âge, on a eu une amélioration, mais on n'est pas toujours capable de le sentir parce qu'on se compare avec nous dans le temps. Mais quand nous, on le voit de façon population, si on peut les garder à la même place, c'est un succès. Mais on ne le voit pas de façon individuelle. Okay. Ça y est. Grant, c'est autre chose? Moi, j'allais juste ajouter, en fait, puis je suis coupable de ça moi-même, de parler de l'amélioration, parce qu'on vise toujours l'amélioration, mais des fois, l'amélioration, c'est le maintien, hein, ou c'est une diminution de la vitesse de diminution, que les capacités, tu sais, en vieillissant, façon normale, il y a un changement dans l'ensemble de nos systèmes. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de la freiner. Oui. Mais ça détériore avec le temps, donc il faut l'accepter, je pense. Puis... Oui, mais c'est pour ça que vous avez 80% de la population qui sont à risque, hein, qui augmentent, qui atterrissent à l'hôpital parce que la population vieillit, sans doute. C'est comme... En partie, je ne dis pas que c'est juste ça, c'est certain qu'il y en a qui ne font pas d'efforts, mais en faisant d'exercice, comme tu dis, au moins si on peut maintenir. Oui. C'est exactement ça. Là, oui, OK. Puis, finalement, juste pour enchaîner du côté clinique, c'est juste pour mentionner, oui, j'ai présenté les différentes ressources, mais les prochaines étapes, il y a aussi de l'intérêt de la part de notre première ligne, des médecins de famille et autres, de collaborer avec nos chercheurs pour encourager la prescription d'activités physiques spécifiques pour la prévention des chutes, pour adresser le déclin cognitif, il y a de la recherche autour de ça. Il y a aussi de la recherche autour pour l'arthrite, l'importance de faire certains mouvements spécialisés pour réduire les cas d'arthrite. Mais ce que tu peux imaginer, que ce soit l'arthrite, le déclin cognitif ou juste la prévention des chutes en telles, ça inclut certains mouvements qui sont similaires. Donc, ce qu'on essaie de regarder, c'est de voir si une personne qui est avec le programme d'exercice qui est approprié pour l'arthrite, après que tu finis le 12 semaines, ou je pense que c'est 10 ou 12 semaines, est-ce que cette personne-là serait un bon candidat pour être ensuite référée au programme Zoomers? Ou est-ce qu'une personne avec le programme Zoomers qui développe un déclin cognitif serait bien pour participer à l'autre programme qui est plus spécifié pour le déclin cognitif? Donc, ça, c'est des études on est en train de se préparer pour vraiment encourager, comme que je mentionne,
la prescription de l'éducation physique, de l'activité physique chez les personnes âgées pour justement adresser ces différentes choses, en sachant clairement que même si on fait Zoomers, s'il y a un impact sur les autres aspects, que ce soit la réduction de la masse osseuse, masse musculaire, l'aspect social même, qu'on n'a pas mentionné. Donc, il y a vraiment des bénéfices, que ce soit Zoomers, je pense que celui pour le déclin cognitif, ça s'appelle NB-PALM. Puis il y a aussi un autre pour, comme que j'ai mentionné, l'entraide. Il y a même d'autres qui sont en train de se faire développer. Donc, il y a beaucoup de travail à faire quand on parle de prescription de l'activité physique. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai un pour vous, Dr. Richard. Concernant le document de dépistage, est-ce que c'est seulement pour les professionnels pour utiliser ou est-ce qu'il y a des outils comme ça pour tout le monde à utiliser pour savoir leur risque des chutes? Non, très bonne question. La liste de vérification de demeurés autonomes peut être utilisée par n'importe qui. Et essentiellement, c'est un outil pour commencer la conversation avec un proche. Lui dire, je pense que tu es à risque de chute, ça peut commencer un conflit. C'est pas facile comme conversation. Conversement, si on approche avec un outil en lui disant, hey, écoute, est-ce que tu voudrais remplir cet outil que j'ai trouvé sur trouver l'équilibre nb.ca ensemble pour essayer de parler à propos de c'est quoi vos facteurs de risque personnels, celui-là, celui-là. Donc, c'est une conversation beaucoup plus intéressante et qui pourrait être beaucoup plus utile lorsqu'on va voir notre médecin de famille ou infirmière praticienne avec cette même ressource en main. Donc, vraiment, c'est ça la raison de la création ou vraiment de la promotion de l'utilisation de cette liste de vérification. Bien sûr, ici au Nouveau-Brunswick, mais c'est cette même liste de vérification qui est utilisée à travers le Canada. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été, on a eu un consensus 2 ans passés sur l'utilisation justement de cette ressource-là. Donc, vraiment, très recommandé. Réjeanne? Oui, cette liste de vérification, est-ce qu'on peut y avoir accès pour nous donner une idée peut-être de commencer une séance d'exercice tout en sensibilisant les gens à qui on enseigne? Oui, bien sûr. Comme que je dis, tu peux avoir accès soit à trouver l'équilibre nb.ca ou à parlonschute.ca, je pense, pour notre. Parlons chute, parfait. Merci beaucoup. Sur Parlons Chute, tu vas, comme que je dis, vous allez voir des ressources, mais aussi des vidéos qu'on a créées pour le mois de la prévention des chutes. On a même créé un petit vidéo pour nos pharmaciens une année où est-ce qu'on les avait impliqués lorsque vous allez visiter votre pharmacien pendant le mois de novembre. Il y avait une petite conversation à avoir à propos de l'importance de faire le revue du traitement médicamenteux et ensuite de l'importance d'aller voir le médecin de famille pour continuer la conversation autour de la prévention des chutes. Donc, oui, c'est très intéressant. Je suis un peu biaisé, bien sûr. J'ai une question pour vous, Daniel Bouchard. Pour les Zoomers on the go en ligne, est-ce que vous avez revu les résultats physiques? Puis est-ce que les résultats ressemblent des cours qui sont faits en personne? Donc, on a vu qu'il y a beaucoup de monde qui vient en ligne, mais est-ce que les résultats sont les mêmes qu'en personne? Il n'y a pas de différence significative entre les deux. Ça doit être le fun, hein, Molly, de me poser des questions maintenant. J'adore. Non, pas de différence significative sur le risque de chute. Par exemple, les tests comme on a vu l'équilibre ou ça. La seule différence, par exemple, que je ne remarque pas parce qu'on aime focuser sur le positif, les gens qui viennent en ligne ont tendance à lâcher le programme plus que si on est en personne.
Donc, ils viennent plus, comme on dit en anglais, là, s'ils stick to it, là, comme ils sont vraiment plus souvent en présence. Mais on en a beaucoup qui vont venir ou qui vont s'inscrire et ne pas venir, ou s'inscrire et y aller une fois ou deux, et dire non, finalement, c'est pas moi. Puis je pense que ça vient avec le fait que la technologie n'est pas toujours facile pour les personnes de certain âge. Et aussi le fait que quand on va à un programme en ligne, rendu à 72 ans, là, on sait à quoi s'attendre. On sait c'est quoi ça va ressembler. Tu vas arriver là, tu vas mettre ton petit coat là, puis tu vas parler avec les gens, puis tu vas bouger. Mais en ligne, je pense que les gens sont un peu dans le unknown. C'est comme, qu'est-ce qui va se passer là, puis comment ça va se passer. Puis ça répond peut-être pas aux besoins ou l'expectation qu'il y avait, ce qu'ils pensaient que ils arrivent en ligne, puis ils sont comme, oh, c'est pas ça pendant que je pensais que ça allait être, c'est pas pour moi. On ne sait pas encore, puis c'est quelque chose qui va être étudié dans les prochaines années, à savoir qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne viennent pas, parce qu'ils ont fait un premier pas, ils se sont inscrits, mais ils ne viennent pas autant qu'en personne. Mais quand ils viennent plus souvent. Fait que c'est comme s'il y a comme une période d'adaptation ou de comme ce qu'on essaye, voir, puis après ça, fait qu'il y a des mauvais côtés ou il y a des côtés qui sont moins bien. Une chose aussi, on parlait du social, on n'a pas parlé beaucoup du social, mais on a évalué aussi du côté social. Il y a beaucoup plus d'amélioration du côté social quand on va en personne. C'est pas très, très surprenant. Je veux dire, quand on regarde nos bibelots, là, quand on fait le programme, c'est pas très, très social. Donc, il y a ça. Puis, c'est pas surprenant, mais il y a toujours des avantages, des désavantages. Puis, en ligne ou en personne, il y a des bons puis des moins bons côtés. Mais qu'est-ce qu'on fait beaucoup la promotion d'un mélange en personne, mais aussi quand on ne peut pas y aller en personne, on y va en ligne. Ça, c'est une bonne une recette probablement. Vous disiez quelque chose, Carmen? Excuse, non, je me suis trompée. Excuse. OK, parfait. Donc, je pense qu'un mélange des deux, ça peut être la solution à long terme. OK, je vais juste ajouter un dernier point. Je prends un petit peu d'espace, mais c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'avais vu une physiothérapeute, puis elle n'était pas au courant de Zoomers, que Zoomers existait. Donc, la publicité, je ne sais pas si c'est... Même à la télévision, à notre âge, il y a beaucoup de gens qui regardent encore la télévision. Donc, la publicité, comme moi, ça serait tellement important. C'est un bon point, Carmel. Ben, ça, c'est la tasse de thé à Richard pour faire la promotion dans les soins. Mais juste durant la pandémie, il n'y avait pas plus de personnes qui regardaient la TV que jamais. Même les plus jeunes regardaient plus la TV. Puis on a fait de la promotion du programme pour recruter. Et ça a été pour chaque dollar investi dans les programmes de TV, c'était le moins de retour sur le recrutement. Donc, beaucoup de sous dans les publicités sur la TV, mais pas beaucoup de retours. Je ne sais pas si c'est parce que ça va trop vite, puis comme le numéro de téléphone, il passe rapidement versus quand on voit quelque chose sur Facebook, ben, on peut prendre le temps de voir l'information. Mais ce n'était pas une bonne avenue. En tout cas, dans le temps de la COVID, où j'allais penser que ça allait être encore mieux que jamais. Surtout dans les heures, on était dans les heures de pointe. Ça n'a pas été un succès de recrutement qui était bon à savoir parce que ça coûtait cher. Mais qu'est-ce qu'il marche beaucoup? C'est triste. Triste dans le sens que c'est pas très, très monitoré. C'est Facebook, les social media, là, c'est vraiment là où on peut faire beaucoup d'intérêt, aller chercher de l'intérêt. Mais je suis d'accord que ça ne se passe pas tout là. Il faut qu'il y ait de la diversité. Il y a encore de la radio, il y a encore d'autres façons de recruter. Mais je pense aussi du côté les physiothérapeutes, oui, beaucoup de gens de notre âge ont tendance à aller faire des visites. Si nos physiothérapeutes ne sont pas au courant, en tous les cas, il me semble qu'eux, s'ils seraient avisés, peut-être qu'ils pourraient nous encourager dans cette direction-là. Oui, c'est un bon point, puis c'est un peu où ce qu'on est rendu avec le programme. C'est bon, mais il faut avoir assez d'instructeurs, il faut avoir assez d'espace, il faut avoir assez de support. Parce que envoyer tout le monde où il n'y a pas d'espace, c'est aussi un échec. Il faut grandir de façon progressive, mais éventuellement, oui, il faut avoir des places pour ces gens-là qui vont être référés. Est-ce qu'il y a d'autres finales questions avant de partir? Merci, Molly, pour la modération. Puis ton français est bien. Merci. Je pratique. C'est bien, c'est bien.
Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup aussi pour les questions parce que je trouve ça très intéressant. Ça me donne beaucoup d'idées pour le futur projet puis comment on peut mieux faire. Donc, un gros merci pour les gens qui ont posé des questions. Merci à vous tous. C'était superbement bien instructif. Merci. Bon, bonne fin de semaine tout le monde. Merci. Bye bye.